Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette dernière matinale de la semaine. 70 000 morts, 700 000 déplacés, 2 années de conflit. Ce sont les chiffres qui seront dans la tête des amis du peuple syrien lors de la réunion internationale qui s'ouvre à Rome aujourd'hui même. Nous en reparlerons avec Samir Ben-Nayachi. Bonjour Samir. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Et puis 18,5, c'est l'indice de masse corporelle en dessous duquel les mannequins israéliennes ne seront pas acceptés. En deuxième partie d'émission, nous tenterons de garder les bonnes proportions. Nous recevrons le top modèle Margot Stellman. Elle nous parlera de la loi Photoshop sortie en Israël au début de l'année et qui lutte contre l'image de la maigreur érigée en totem dans les magazines. Mais pour l'heure, c'est le flash avec Elsa Mimoun. Elsa, bonjour. Bonjour Nathalie. On va parler de l'Iran et puis la réunion des 5+1 du Conseil de sécurité qui est arrivée à aboutir à une conclusion, pas de fermeture du site de Fordo en Iran. Effectivement, les grandes puissances cèdent. Elles ont offert à l'Iran un nouveau deal pendant ces 2 jours de pourparlers sur le nucléaire iranien au Kazakhstan. Ce nouvel accord renonce à toute exigence concernant son site d'enrichissement de Fordo. Les grandes puissances et l'Iran se sont retrouvés mercredi pour des négociations au niveau politique, mais qui n'ont pour le moment pas abouti. Une nouvelle réunion d'experts aura lieu le 18 mars à Istanbul, puis suivie d'une nouvelle réunion entre les grandes puissances et l'Iran les 5 et 6 avril, toujours à Almaty. C'est ce qu'a déclaré le chef des négociateurs du nucléaire iranien, Saïd Jalili, lors d'une conférence de presse. Benyamin Netanyahou dénonce le manque d'avancée des discussions. Le Premier ministre israélien a demandé ce mercredi aux grandes puissances de mettre en garde l'Iran contre une action militaire s'il poursuivait son programme nucléaire controversé. Comme la Corée du Nord, l'Iran continue de bafouer les normes de la communauté internationale. C'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou dans un communiqué. Un prisonnier palestinien, Samer Issaoui, a été hospitalisé après 200 jours de grève de la faim et après que son état de santé se soit sensiblement aggravé. 2 autres prisonniers ont mis temporairement un terme à leur grève de la faim. Ce terroriste palestinien avait été libéré au moment de l'accord pour la libération de Gilad Shalit, puis emprisonné et condamné à 8 mois de prison pour ne pas avoir respecté les termes de sa libération conditionnelle. L'hôpital israélien de Kaplan estime aujourd'hui qu'il faut maintenir une surveillance médicale, mais que son état de santé n'inquiète pas les médecins. Hassan Nasrallah est apparu sur la télévision du Hezbollah Al-Manar et cela pour démentir les rumeurs sur son état de santé. Le chef du groupe terroriste du Hezbollah a également démenti les rumeurs concernant une attaque supposée contre son second, Naïm Qassem, lequel aurait été, selon les rebelles syriens, gravement blessé dans l'explosion d'un convoi. Les États-Unis vont accroître leur aide à l'opposition syrienne afin d'accélérer le départ du pouvoir du président Bachar al-Assad. C'est ce qu'a annoncé mercredi la Maison-Blanche. Nous réexaminons en permanence la nature de l'aide que nous fournissons à la fois au peuple syrien sous la forme d'une aide humanitaire et à l'opposition syrienne sous la forme d'une aide non létale. C'est ce qu'a déclaré Jay Carney, porte-parole du président Barack Obama. À la veille d'une réunion des Amis de la Syrie, aujourd'hui à Rome, un dirigeant de l'opposition syrienne, Riyad Seif, a déclaré que les rebelles allaient demander à la communauté internationale un soutien politique et humanitaire ainsi qu'un appui militaire qualitatif. Syrie, droits de l'homme et relations économiques, c'est au programme de la visite officielle de 24 heures que débute François Hollande ce jeudi en Russie. Le président de la République française, accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise français, doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine. C'est sa première visite à son homologue russe. Une visite officielle donc qui sera scrutée avec attention dans un contexte international tendu. Le Tchad a affiché mercredi son impatience de voir les troupes ouest-africaines et maliennes se déployer dans le nord du Mali face aux djihadistes, alors que l'Afrique de l'Ouest, jugée à la traînée, a invoqué un manque de financement dans le cadre policé d'un sommet des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont il était un invité. Le président tchadien Idriss Déby Itno a parlé sans ambages. L'heure n'est plus au discours, mais plutôt à l'action. C'est ce qu'il a déclaré à l'ouverture de la réunion à Yamoussoukro devant la plupart des présidents de la région. Journée historique, jeudi au Vatican, pour la première fois depuis des siècles, un pape, en l'occurrence Benoît XVI, va quitter de son vivant et de sa propre volonté le trône de Saint-Pierre. Benoît XVI laisse à son successeur une église catholique et ses eaux agitées dans un monde en pleine mutation, marqué par la sécularisation et de profondes mutations de société. C'est en fin d'après-midi que prendra effet cette démission que le pape allemand, qui ne se sentait plus à même d'assumer le poids de sa charge, avait annoncé le 11 février à la surprise générale.
Le mouvement protestataire de l'ex-humoriste Beppe Grillo a semblé refuser mercredi toute entente avec la gauche de Pierluigi Bersani, accroissant l'incertitude en Italie. Le chef du mouvement 5 étoiles et ses élus sont très courtisés en l'absence de majorité claire au Sénat. En revanche, l'ex-comique a répété que son mouvement votera les lois qui reflètent son programme, quel que soit celui qui les propose. Ces déclarations sont intervenues à un moment où l'une des hypothèses avancées pour sortir l'Italie de l'impasse politique serait un gouvernement de gauche majoritaire à la Chambre et minoritaire au Sénat. Le réalisateur et producteur américain Steven Spielberg présidera le jury du 66e Festival de Cannes du 15 au 26 mai prochain. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les organisateurs dans un communiqué. Il succède donc à Nanni Moretti. C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de présider le jury d'un festival qui ne cesse de prouver inlassablement que le cinéma est le langage du monde. C'est ce qu'a déclaré dans un communiqué officiel Steven Spielberg. Et on termine avec du sport. La Coupe de France, comme dimanche dernier en championnat, Paris a battu Marseille sur le score de 2-0 à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Plus maître de son sujet, le PSG a marqué grâce à un double d'Ibrahimovic à la 34e et la 64e minute et se qualifie donc pour les quarts de finale de la compétition. Merci Elsa pour ce point sur l'actualité. Samir Benlayachi, bonjour. Bonjour. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars d'aide supplémentaire aux 400 millions déjà alloués. Est-ce qu'on résout tout en Syrie avec un chèque? Avec un chèque, non. Donc, ni en faisant une grande guerre non plus. Donc, la solution doit être politique. Et les Américains, ils ont compris cela bien avant. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il faut régler ça politiquement. Mais avant, c'est-à-dire pendant ces deux années, quand on disait que le temps de Assad est révolu, Assad c'est fini, je crois que l'Occident et les Américains pensaient au fond d'eux, c'est-à-dire dans leur inconscient, ils pensaient qu'Assad allait tenir coup, allait tenir tête, je veux dire, c'est-à-dire allait survivre. Et maintenant ils ont compris que ça va pas marcher, Assad va disparaître et on va se retrouver face à des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut les aider parce que l'Amérique ne peut pas rester les bras croisés. Alors, l'Amérique ne veut pas rester les bras croisés face à ceux que vous qualifiez des gens qu'on ne connaît pas, donc les rebelles, l'opposition syrienne, les États-Unis qui commencent à former militairement les forces de l'opposition, davantage d'aide aux rebelles, notamment dans le matériel militaire qui leur est également apporté. Pourquoi décider aujourd'hui même d'armer les rebelles? C'est pas un peu trop tard après 2 ans de conflit et tous les chiffres qu'on a évoqués, 70 000 pertes humaines, 700 000 déplacés, c'est pas un peu trop tard? Non, bien sûr que c'est un peu trop tard, mais un peu trop tard pour nous parce qu'on pense logiquement. Les Américains, l'Occident, c'est-à-dire les relations internationales, ils ont une autre logique, ils ont un autre temps, un temps qui n'est pas syrien. Donc maintenant, s'ils se dépêchent, c'est parce que l'ordre régional, c'est-à-dire la sécurité du Moyen-Orient, la sécurité d'Israël, les relations entre l'Iran et l'Iran, la Turquie et Israël, tout ça est en jeu, tout ça est menacé, je veux dire. Et c'est là où les Américains commencent à réagir. Donc c'est l'ordre du Moyen-Orient est menacé. Le temps de la diplomatie, vous dites donc ne pas correspondre forcément au temps que nous, en tant que population, vivons au jour le jour. Des armes, l'Occident s'était refusé dans un premier temps à en livrer, par crainte notamment d'un scénario du type de celui qui s'est passé en Libye notamment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas entre qui ces armes-là vont tomber. Afghanistan, Libye, ces scènes d'enlisement, d'instabilité chronique ne manquent pas. Est-ce qu'on est face finalement au même scénario en Syrie? Peut-être, mais les Américains n'ont pas le choix. Ils vont être obligés à livrer des armes aux rebelles et il se peut
presque à 90% que ces armes vont se retourner contre les Américains, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que c'est-à-dire, si on est l'Amérique, on ne peut pas fermer les yeux sur des morts, sur des bains de sang qui se passent. C'est-à-dire, au lieu de se demander qui sont ces religieux, il faut d'abord empêcher le bain de sang, quitte à voir ces rebelles se retourner contre les Américains. Alors, on va parler un instant, se concentrer sur ces rebelles, justement. Qui sont-ils? Est-ce qu'ils ont un front commun? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils s'unissent une fois Bachar el-Assad tombé? D'abord, il faut se rappeler d'un point intéressant que, au-delà du Golan, il y a une société syrienne, une société civile qui vit normalement et qui aujourd'hui veut devenir libre. Elle paye le prix de ce choix. Donc, parce que d'ici d'Israël, on voit la Syrie à travers une lorgnette un petit peu étroite, c'est-à-dire de la sécurité, de relations entre c'est-à-dire la question de la défense, exactement, la question c'est celle qui prévaut aujourd'hui sur la scène médiatique et politique israélienne. Exactement. Mais au-delà de cette prise, il y a un peuple syrien. Bien sûr qu'il y a des sectes, bien sûr qu'il y a des minorités, des ethnies, mais au fond, ce sont des patriotes syriens. Et bien sûr qu'il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a 70% des sunnites, il y a une minorité dans la minorité, je parle des alaouites, mais quand par exemple il n'y a pas de problème, on voit pas ces changements, enfin ces différences, on ne voit pas dans le quotidien. Et donc aujourd'hui, c'est Assad part. Je crois qu'on peut arriver à une paix sociale avec les Syriens. Justement, Samir, on va s'aider d'une carte qui va s'afficher aux yeux des téléspectateurs à l'écran, une carte qui nous montre les différentes parties en présence, les différentes minorités dont vous parliez notamment en Syrie, les Alaouites, donc 70% de la population syrienne, on le voit sur ces images. La zone en rouge, c'est celle qui représente les rebelles. Les points de couleur, les points noirs désignent donc la minorité sunnite. Est-ce qu'il faut associer les zones de conflit qu'on voit ici sur cette carte avec des identités culturelles et minoritaires religieuses? Oui, bien sûr, parce que si on regarde la carte, c'est vrai que le régime a attaqué vraiment dans les régions où il n'y a pas des Alaouites. Mais quand on regarde par exemple la Ladakhi, c'est-à-dire même les Alaouites, ils sont menacés, par les sunnites, mais il faut pas oublier un autre point que je voudrais éclaircir. C'est qu'il ne faut pas sacrifier les Alaouites sur l'autel de la trahison nationale. Ils n'ont pas le choix. Pourquoi ils ont fait ce choix, les Alaouites? Parce que Assad, le père d'abord, il les a choisis et il a fait plusieurs cooptations au sein de cette minorité parce que lui aussi il vient de cette communauté. Mais Assad, lui, le fils, Bachar el-Assad, n'a pas fait c'est-à-dire il a renoncé à cette politique de son père. Il s'est concentré sur le clan familial, sur son frère, son beau-frère. Il a laissé un petit peu tomber la Alaouite. Aujourd'hui, au fond de moi, je crois, j'ai une intuition que si on demande l'opinion des Alaouites, c'est-à-dire si on leur donne le choix, ils vont passer du côté des rebelles. Donc c'est vrai, quand il y a des émeutes ou des manifestations à Damas, on entend... Et s'ils ne le font pas, s'ils ne passent pas dans le camp des rebelles après la chute de Bachar el-Assad, ils risquent d'essuyer une vengeance particulièrement dure de la part des rebelles, justement. Peut-être, mais ils étaient toujours là. Il faut voir, c'est-à-dire dans la durée, dans la longue durée, la Syrie a existé, c'est-à-dire comme une entité sociale et politique a existé bien avant l'État syrien. Donc ces communautés ont toujours coexister entre elles. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils vont disparaître. Donc, si on vous écoute, Samir, avec votre légendaire optimisme, une implosion de la société civile syrienne au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, c'est pas forcément crédible, c'est pas forcément une option au rang des préoccupations.
C'est très difficile de faire des pronostics, mais ce que j'aimerais bien dire, que demain peut-être on aura devant nous un gouvernement qui vit aujourd'hui en exil, mais c'est pas ce gouvernement qui va régler le problème sur le terrain. Sur le terrain, ce sont les islamistes, ce sont les gens qui ont infiltré la rébellion, même les gens du Qaïda, on va le retrouver demain dans le gouvernement. Et avec ça, on doit vivre, on doit gérer ce problème. C'est-à-dire, c'est pas nous, c'est-à-dire de l'extérieur, on peut pas choisir qui va diriger la Syrie. Et donc, les Américains savent ça très bien, mais on attend, on donne souvent le temps au temps, on attend parce qu'ils espéraient que peut-être Assad va tenir le coup. Et maintenant, on va se retrouver avec des gens qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas, mais on doit discuter avec eux. C'est ça le point fort de cette... Discuter, c'est pas ce qui prévaut en ce moment même en Syrie. Pour l'instant, on parle plus de chaos politique que de véritables discussions démocratiques. Oui, parce qu'on avait peur de la guerre civile. Et maintenant, on est en pleine guerre civile. Donc, on espérait qu'Assad allait survivre. Maintenant, on voit qu'il va disparaître. Donc il faut anticiper le coup au lieu de, c'est-à-dire il faut le donner au lieu de le recevoir. Et donc les Américains, ils vont céder, entre guillemets, ils vont fournir les armes aux rebelles. Samir, on va revenir sur une modification peut-être dans le conflit. La première année de ce conflit, l'opposition voulait discuter et voulait le dialogue avec Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on assiste à l'inverse. C'est Bachar el-Assad qui a affirmé hier accepter le dialogue avec les rebelles qui, eux, ont refusé. Est-ce à dire que l'équilibre des forces s'est inversé également en Syrie? Oui, cet appel, d'abord, c'est pas crédible. C'est pas crédible, c'est un peu même ridicule. D'abord, c'est le Moallem qui a fait cette déclaration. C'est pas il a fait cette déclaration de la Russie, de Moscou. D'abord, c'est une déclaration dictée par les Russes. C'est une déclaration c'est pas Assad qui l'a faite. Donc, et d'ailleurs, l'opposition n'y croit pas parce que le régime, il a le dos au mur, il est coincé et maintenant il essaye toutes les cartes. L'opposition rigole, c'est-à-dire, ils ont dit on va discuter même avec ceux qui portaient des armes, donc ça va pas marcher. Tout le monde sait que c'est ridicule, et donc le régime, ça c'est un signe fort que le régime sait que son heure est arrivée. C'est pourquoi il lance des déclarations comme ça, mais il sait que c'est pas crédible du tout. Un appel donc peu crédible avec un conflit qui s'enlise tout de même depuis bientôt 2 ans. Merci Samir Belnayachi d'être venu nous en parler ce matin sur ce plateau. La loi Photoshop, elle est passée en Israël au début de cette année. Elle interdit les modèles jugés trop minces d'apparaître dans les publicités et elle restreint l'utilisation de Photoshop. L'objectif, c'est limiter les excès. Margot Stellman est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour Margot. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous vous êtes très tôt positionnée en faveur de cette loi. Vous connaissez le monde du mannequinat de l'intérieur. Il s'agit véritablement ici de sauver des vies. Oui. Le mot n'est pas, c'est pas une litote, c'est pas un euphémisme. Il s'agit véritablement de sauver au quotidien des vies, que ce soit des mannequins ou des jeunes filles qui regardent les magazines régulièrement. Exactement, la loi, elle n'est pas seulement pour les mannequins, c'est surtout l'idée de sauver des filles qui regardent les magazines, qui regardent les médias et qui sont influencées beaucoup par les images qu'elles voient là-bas. Vous-même, vous en avez fait l'expérience dans votre propre vie, dans votre vie personnelle et dans votre entourage particulièrement proche? Oui, j'ai perdu ma sœur, ma demi-sœur. Elle est morte d'anorexie.
Et c'est exactement le combat qu'on... C'est ce qui vous a poussé dans votre lutte? C'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a amené chez Adi Barkan quand j'ai vu que c'est ça qu'il faisait, qu'il se battait pour cette loi. Alors je me suis dit, c'est seulement là que j'ai envie de travailler. Alors justement, vous parlez d'Adi Barkan. Cette loi, elle est finalement passée au Parlement israélien, mais on imagine que ça a été une lutte de longue haleine. Vous avez suivi ses débuts, les débuts de ces propositions? Non, j'ai pas trop suivi ses débuts. Je suis arrivée quand tout était déjà préparé et déjà passé à la Knesset. Mais je suis arrivée au bon moment, juste quand... Au bon moment, mais total, la loi est passée. Comment, au quotidien, elle s'exprime dans le quotidien des mannequins? Est-ce qu'elle est bien acceptée? Est-ce qu'elle est appliquée? C'est toujours difficile de commencer avec une nouvelle loi, mais là, en fait, tous les mannequins ont besoin de montrer un certificat du docteur qu'ils ont le bon indice corporel, qui doit être plus que 18,5. Et voilà, donc pour le moment, tout se passe bien, mais c'est le début, donc on espère voir plus de progrès. Plus de progrès, notamment un changement des mentalités. Alors derrière cette loi en Israël, pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte, une gynécologue, Rachel Adato, députée Kadima qui s'est à présent ralliée à la liste de Tzipi Livni, Dani Danon et puis le photographe très réputé dont vous parlez, Adi Barkan. Une loi qui a pris effet en Israël, pas dans le reste du monde. Est-ce que vous pensez que ça peut s'étendre à des pays comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne? Oui, il y a beaucoup de presse internationale qui étaient intéressées par la loi. On commence en Belgique, d'où je viens. On essaye de la faire passer aussi. Et je n'en doute pas que cette loi va sortir d'Israël et va être prise dans d'autres pays aussi. Et vous avez rencontré des jeunes filles qui ont entendu parler de cette loi et qui lisent les magazines tous les jours et sont confrontées à ce problème finalement de l'image filiforme? Oui, sans hésitation, l'image elle a beaucoup d'effets sur les jeunes filles, même si on n'en est pas toujours conscient. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est un bon premier pas pour changer l'image de ce que des jeunes filles sont d'elles-mêmes et de ce qu'elles veulent être. Alors vous êtes mannequin depuis quelques années. Pour vous, le mannequinat, c'est quoi? Quelle est l'image que vous devez diffuser de votre métier? Moi, voilà, j'ai commencé avec Adi Barkan. Donc dès le début, j'ai commencé dans cette histoire-là. Et moi, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'il ne faut pas être toute maigre. On peut être contente avec ce qu'on a, avec qui on est. Et il ne faut pas commencer à idéaliser des choses impossibles à atteindre. Et voilà, quoi, c'est vraiment ça, c'est être qui on est et être... Et qu'est-ce qui, selon vous, a imposé ces normes? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, les couvertures de magazines doivent forcément être filiformes et très très minces? Cette dictature de la maigreur, c'est quoi qui l'impose? C'est plusieurs institutions ensemble, c'est pas seulement l'institution des mannequins, c'est aussi les designers de haute couture, et c'est plusieurs institutions ensemble qui ont mené à ça, et maintenant c'est plusieurs institutions qui devront changer. Donc comme on change les mannequins, il faudra aussi changer les habits, il faudra aussi changer tout ce qui va avec. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on a été trop loin avec ce qui est l'idéal de la beauté. On a été trop loin et il faut prendre un pas en arrière, s'ajuster à la réalité, parce que ce qu'on voit dans la rue, c'est pas ce qu'on voit dans les magazines. Et voilà, donc cette loi, en fait, c'est plutôt un changement de mentalité qu'un changement physique. C'est vraiment un ajustement à la réalité d'aujourd'hui. Alors, justement, à la réalité, c'est justement ce qui n'est pas le cas avec ce programme informatique Photoshop, oui, dont la loi porte le nom, justement, et qui est largement utilisé, parce que ce que vous nous dites là, c'est en amont. On a aussi le travail après les prises de vue, le travail de Photoshop. Vous le vivez, vous, au quotidien, quand vous avez des clichés, on vous reprend avec Photoshop? Comment ça fonctionne? Photoshop, en fait, parfois, il change complètement l'image de la réalité, donc c'est une déformation complète. Et on a certaines images à l'écran qui défilent en même temps que vous parlez, donc on voit une personne a priori assez charnue, et qu'on modifie, on lui gomme complètement. Voilà, et puis ça crée une image irréaliste. Et les filles, elles ont envie d'avoir l'air comme ça, mais même la mannequin n'a pas l'air de ça, donc c'est... Vous avez été confrontée à ça? Vous avez déjà vu certains de vos clichés qui ont été complètement retouchés?
Pour le moment, non, parce que j'ai que fait des pubs à la télévision. Et là, il n'y a pas de Photoshop. Donc, c'est ça déjà. Mais non, mais j'ai déjà vu beaucoup de photos comme on voit maintenant sur les écrans. Samir, vous vouliez intervenir sur cette dictature de la minceur? Non, j'aimerais bien dire que dans le monde arabe, le concept du corps est un petit peu différent du concept de corps de la femme. D'abord, on aime les femmes rondes un petit peu dans le monde arabe. Et je me rappelle quand on a découvert cette politique de Photoshop, j'ai vu sur Facebook, dans le monde arabe, que les gens étaient heureux de découvrir que ces femmes, c'est-à-dire derrière leurs feuilles, ils sont un petit peu rondes. Donc ils étaient un petit peu heureux de les voir. Mais ce que j'aimerais bien dire, qu'au monde arabe aujourd'hui, quand je me promène, les filles et les garçons, ils commencent à désirer ce prototype de la femme mince, blonde. Donc l'occidentalisation des femmes et de la vision de la femme dans le monde arabe, c'est aussi ce qui se passe. Oui, bien sûr. Quand on boit un café sur la terrasse à Casablanca, on voit que les têtes, par exemple, bougent quand une femme mince passe. Et à mon époque, on fait le contraire. On suivait des yeux les femmes un peu rondes où on voyait... Alors c'est ça, parce qu'il y a eu un changement des mentalités. En France, au siècle des Lumières, c'était les femmes bien en chair, très blanches de peau, qui étaient préférées. C'est une évolution des mentalités, une évolution aussi qui suit l'histoire, parce que les femmes bien en chair, c'était les femmes qui s'alimentaient bien, donc qui avaient une certaine aisance financière. Qui étaient blanches, c'était parce qu'elles ne s'exposaient pas au soleil, donc qu'elles ne travaillaient pas. Aujourd'hui, les codes ont totalement changé. Margot, pour vous, c'est quoi la beauté ? Pour moi, la beauté, c'est quelqu'un qui se sent bien avec qui elle est et ça se voit dans un sourire, ça se voit dans la façon d'être. La beauté, c'est plus que ce qui est physique. Ouais. C'est dans la tête aussi. C'est dans la tête. Merci Margot d'être venue ce matin pour nous parler de la beauté et l'avoir merveilleusement bien représentée sur notre plateau. Merci à vous Samir d'être intervenu notamment au cours de cette émission. On revient avant de refermer cette édition sur les principaux titres de l'actualité de ce matin et l'Iran, les grandes puissances qui ont offert à la République islamique un nouveau deal pendant ces 2 jours de pourparlers sur le nucléaire iranien au Kazakhstan. Nouvel accord qui abandonne la demande à Téhéran de fermer son site d'enrichissement de Fordo. Les grandes puissances et l'Iran se sont retrouvés, je vous le rappelle, hier pour des négociations au niveau politique bien sûr, qui n'a pas abouti donc. Et puis cette journée historique qui a eu lieu hier, le pape Benoît XVI qui a présenté ses adieux au Vatican. Une journée historique pour la première démission d'un pape depuis 6 siècles. Il s'envolera donc dès ce soir, 20h, en hélicoptère dans la résidence d'été des papes en Italie. Une dernière nouvelle avec le Festival de Cannes et puis cette désignation, c'est donc Steven Spielberg, le réalisateur et producteur américain qui présidera le jury du 66e Festival de Cannes du 15 au 26 mai prochain. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs dans un communiqué. Voilà pour l'actualité, voilà pour cette édition, c'est ainsi que nous la refermons. Merci à ceux qui ont permis de la réaliser, merci à vous de l'avoir suivi. C'était notre dernière édition de la semaine. On se retrouve dimanche 9h30 heure israélienne, 8h30 heure française. Excellente fin de semaine à vous et d'ici dimanche, portez-vous bien.